Personne ne remarqua que les mains de George Miller tremblaient lorsqu'il signa les papiers à la casse. Le moteur était mort, le pare-brise fendu, les sièges déchirés. Mais c'était la dernière chose que sa femme avait touchée. George n'avait besoin que d'assez d'argent pour acheter un seul billet de train afin d'emmener sa fille Emily hors de la ville avant que les huissiers ne saisissent leur maison. Juste au moment où la chaîne de remorquage s'enroulait autour du pare-choc, une limousine noire s'arrêta. Vivian Carter en descendit, examina le numéro de châssis et prononça 5 mots qui changèrent tout. « Je l'achète. 1 million de dollars. » Mais 12 heures plus tôt, George Miller était un homme différent. Pas encore brisé, pas encore assez désespéré pour vendre le souvenir de sa femme défunte au prix d'un billet de train. George avait 39 ans, bien que son visage portât le poids de 50. Des rides marquaient le coin de ses yeux, creusés par 20 années passées à plisser les paupières sous des néons fluorescents, penchés sur des pièces de moteur. Ses mains étaient perpétuellement tachées d'huile de moteur, celle qui ne part jamais, peu importe à quel point l'on frotte. Il vivait dans une maison louée à la périphérie de la ville, le genre de quartier où les avis d'expulsion apparaissent plus souvent que les cartes d'anniversaire. Il était mécanicien de métier, ou l'avait été avant la mise au ban, avant l'accident, avant que tout ne s'effondre. Il y avait eu un temps où le nom de George Miller signifiait quelque chose dans les cercles automobiles. Il avait conçu une modification améliorant l'efficacité énergétique qui avait attiré l'attention des grands constructeurs. Puis il l'avait fait signer des documents transformant ces innovations en leur propriété exclusive. Ensuite, il l'avait poussé vers la sortie. Et enfin, il s'était assuré que personne d'autre ne l'embaucherait. Sa fille Emily avait 8 ans, petite pour son âge, mais vive comme une lame. Elle avait les yeux sombres de sa mère et le menton obstiné de son père, ainsi qu'une manière d'observer le monde qui la faisait paraître plus âgée que ses années. Elle avait appris à ne pas demander ce qu'il ne pouvait pas s'offrir. Elle avait appris à faire semblant de ne pas entendre les disputes à travers les murs minces quand les agents de recouvrement appelaient. Elle souffrait aussi d'une affection médicale nécessitant un traitement spécialisé dans la ville, située à 200 km de là. Cela avait commencé par une fatigue, puis s'était aggravé en épisodes où son cœur s'emballait sans raison. Le rendez-vous était fixé dans 48 heures. Si elle le manquait, le médecin avait dit, avec cette prudence caractéristique des professionnels annonçant de mauvaises nouvelles, que la fenêtre d'intervention efficace se refermerait. George comprenait les délais. L'avis d'expulsion collé à sa porte lui en donnait 72 heures. Le rendez-vous médical, 48. Le choix était simple et impossible. Sauver la maison ou sauver sa fille. Il choisit Emily. Il choisissait toujours Emily. Vivian Carter, âgée de 42 ans, avait bâti un empire sur la précision et la rigueur implacable. Elle dirigeait un conglomérat technologique spécialisé dans l'innovation automobile. Le genre d'entreprise qui figurait dans les magazines économiques sous des titres vantant la disruption et la vision. Ce que ces magazines ne mentionnaient pas, c'est qu'elle passait les 6 derniers mois à traquer une seule pièce de preuve. Un véhicule prototype contenant des éléments accablants de piraterie industrielle, de brevets volés et peut-être même d'homicide involontaire. Ce véhicule était garé dans l'allée de George Miller, son moteur froid et silencieux, sa véritable valeur cachée sous des couches de rouille et de rêves brisés. Vivian avait ses raisons d'être dans cette île. Aucune n'avait trait à la charité. Les personnages secondaires s'assemblèrent autour d'eux comme des pièces sur un échiquier. Ronnie Bledsoe possédait Lacan, un homme dont le sourire n'atteignait jamais les yeux et dont la poignée de main rappelait le contact d'un objet non lavé. Clinton Marsh travaillait pour une agence de recouvrement. Le genre d'homme qui utilisait les documents juridiques comme d'autres, employant des coups de poing américains. Corbin Hayes était un nettoyeur pour une entreprise concurrente, spécialisé dans la disparition des preuves et l'oubli forcé des témoins. Puis il y avait les autres. Ingrid Chen, l'avocate de Vivian, qui ne faisait confiance à personne et ne croyait qu'aux faits vérifiables. Le Dr. Rick Serafina Wallace, la spécialiste pédiatrique qui allait soit sauver la vie d'Emily, soit laisser passer l'opportunité. Bonnie Martinez, une journaliste qui traquait les malversations corporatives depuis 3 ans et n'était qu'à un article près du prix Pulitzer ou d'un procès. Tous allaient bientôt entrer en collision dans une casse, un froid mardi matin. George avait tout tenté.
Il avait travaillé comme manœuvre, transportant des caisses dans un entrepôt pour 12 $ de l'heure. Il avait effectué des réparations électriques au noir pour des voisins qui le payaient en espèces et en compassion. Il avait conduit pour un service de livraison jusqu'à ce que sa voiture rende enfin l'âme, tout sans sa dernière goutte d'essence au milieu d'une rue résidentielle. La banque n'avait rien voulu savoir. George les avait appelés 2 fois, assis à sa table de cuisine pendant qu'Emily faisait ses devoirs dans la pièce voisine, gardant la voix calme tandis qu'il expliquait sa situation. La femme au téléphone avait été polie et inflexible. Pas de prolongation, pas de programme d'aide en cas de difficulté, pas de pitié. Clinton Marsh avait livré lui-même l'avis final, debout sur le porche de George, tenant un classeur en cuir et arborant une expression de détachement professionnel. Il avait exposé le calendrier de la saisie comme un médecin annonçant un diagnostic terminal. 72 heures. Ensuite, les serrures seraient changées. Les affaires iraient en entreposage. Un service que George ne pouvait pas se permettre. Et la dette le suivrait, accumulant des intérêts comme une tumeur. George avait refermé la porte sans un mot. Cette nuit-là, il s'était assis seul dans le garage, la main posée sur le volant de la voiture qu'il avait juré de ne jamais vendre. C'était une berline modifiée, rien de spectaculaire à première vue, mais chaque centimètre portait un souvenir. Sa femme Sarah avait été la dernière à la conduire avant l'accident. Elle se rendait quelque part pour remettre des documents, des preuves. George avait soupçonné, bien qu'elle ne l'ait jamais confirmé, que ses freins avaient lâché sur une route de montagne. La police avait parlé de défaillance mécanique. George, lui, avait crié au meurtre, mais personne n'avait écouté. On l'avait regardé avec la pitié réservée aux veufs éplorés qui voient des complots là où il n'y a que du hasard. Maintenant, 3 ans plus tard, George était assis dans cette même voiture et prenait une décision. Emily avait besoin de soins. Emily avait besoin d'un avenir. Emily avait besoin d'un père prêt à tout. Il vendrait la voiture. Il achèterait un billet de train. Il quitterait cette ville et n'y reviendrait jamais. La casse ouvrait à 7 heures du matin. George arriva à 6h45, Emily silencieuse sur le siège passager. Le ciel avait la couleur du béton usé, lourd de la promesse de pluie. L'air sentait la rouille et la décomposition. Cette odeur particulière des choses réduites à leurs composants, dépouillées de leur histoire et de leur but. Ronnie Bledsoe était déjà là, adossé à sa caravane de bureau, une tasse de café dans une main, une cigarette dans l'autre. C'était un homme dont tout le modèle économique reposait sur le désespoir des autres. Il reconnaissait le regard de celui qui n'a plus d'option. Il le sentait comme les requins sentent le sang dans l'eau. George expliqua ce dont il avait besoin. Ronnie fit lentement le tour de la voiture, feignant de l'examiner. Il frappa le capot comme on tape sur un cercueil, un son creux et définitif. Il scruta à travers le pare-brise fissuré, passant un doigt sur la toile d'araignée de fracture. Il donna un coup de pied théâtral dans le pneu à plat, puis cracha par terre. C'était une mise en scène calculée. Ronnie savait que le désespoir pousse à accepter moins. Plus il traînait, plus le besoin de George devenait évident, plus l'offre finale pouvait être basse. C'était une cruauté déguisée en affaire. « Cette épave, dit-il, la voix chargée de mépris, tu devrais me payer pour que je l'emporte. » George garda le ton égal. « J'ai juste besoin de quoi payer un billet de train. Un seul, c'est tout. » Le sourire de Ronnie fut une entaille dans son visage. « Père célibataire, hein? Personne ne s'en soucie ici. C'est du business. Et le business dit que ta ferraille vaut le prix de la ferraille, à prendre ou à laisser. » George accepta. Il n'avait pas de choix. Emily se tenait à quelques pas, la main posée sur la poignée de la portière. George vit ses lèvres bouger. Peut-être une prière, peut-être un au revoir. Quand la chaîne du dépanneuse s'enroula autour du pare-choc, Emily se détourna. George fit de même. Aucun d'eux ne vit l'homme debout dans l'ombre près de la clôture, photographiant le numéro de châssis avec un appareil professionnel. Corbin Hayes suivait cette voiture depuis 3 mois. Il rangea son appareil, sortit son téléphone et composa un numéro enregistré en mémoire rapide. Quand une voix répondit, Corbin ne prononça que 3 mots. « C'est là maintenant. » Puis il raccrocha et attendit. La limousine apparut comme un navire sombre fendillant le brouillard. C'était un véhicule qui n'avait rien à faire dans ce quartier.
étincelant de noirceur immaculée contre la rouille et les taches d'huile de la casse. À l'arrêt, la portière arrière s'ouvrit et Vivian Carter en descendit. Elle portait un tailleur gris anthracite qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de George. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans une coiffure qui évoquait l'efficacité plutôt que la mode. Elle avançait avec la confiance de celle qui connaît exactement sa valeur et refuse d'en accepter moins. Tout en elle parlait de pouvoir, exercé sans excuse. Mais Vivian ne regarda pas George en premier. Elle regarda la voiture. Elle passa devant Ronnie sans même le reconnaître, comme s'il n'était qu'un meuble. Elle ignora le chauffeur du dépanneur, figé au milieu de son geste, les mains encore sur la manivelle. Elle traversa le regard écarquillé d'Emily, qui observait cette femme venue d'un autre monde. Vivian s'approcha du véhicule et s'accroupit près de la portière conducteur, son costume coûteux effleurant le béton taché d'huile sans hésitation. Ses doigts tracèrent une section précise du châssis, juste au-dessus de l'aile, là où une série de chiffres et de lettres avaient été estampillés à l'usine. Ce n'était pas un examen fortuit. C'était le geste précis de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il cherchait et où le trouver. Elle sortit son téléphone, photographia le code, l'envoya quelque part, puis attendit une réponse. Quand son téléphone vibra avec la confirmation, toute sa posture changea subtilement. Elle avait trouvé ce qu'elle était venue chercher. Elle relut le code 2 fois, puis elle se releva, s'essuya les mains et se tourna vers l'assemblée. La transformation était complète. Elle n'était plus une femme examinant une voiture. Elle était une PDG sur le point d'acquérir un actif. À qui appartient ce véhicule? George fit un pas en avant, toujours vêtu de sa veste de travail tachée d'huile datant d'un emploi perdu 3 mois plus tôt. À moi. Vivian l'étudia avec la même intensité qu'elle avait accordée à la voiture. Avez-vous modifié le moteur vous-même? Oui. Qui a conduit ce véhicule pour la dernière fois avant qu'il ne tombe en panne? La gorge de George se serra. Ma femme, il y a 3 ans. Pourquoi le vendez-vous maintenant? J'ai besoin d'un billet de train. L'expression de Vivian ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Elle regarda Emily, puis de nouveau George. Vous ne savez pas ce que vous vendez, n'est-ce pas? C'est une voiture en panne, dit George. C'est tout ce que je sais. Vivian se tourna vers Ronnie, qui venait de passer du prédateur au courtisan dès l'arrivée de la limousine. Arrêtez la procédure. Je procède à un achat. Ronnie rit. Un son rauque, comme de l'huile sur du gravier. Madame, avec tout le respect que je vous dois, cette épave ne vaut... Vivian leva une main. 2 hommes, sortis de la limousine, s'avancèrent. Costauds comme des bornes-fontaines, vêtus de costumes élégants. Le rire de Ronnie s'éteignit. « Je paierai $1 million, dit Vivian. Virement bancaire, confirmé dans l'heure. Le véhicule sera transporté vers mon centre, scellé et examiné par mon équipe technique. Personne d'autre n'y touchera. » La casse devint silencieuse. Même le broyeur au loin sembla suspendre son grondement. George sentit le monde basculer, comme si la gravité avait brièvement flanché. $1 million. Le chiffre était si énorme qu'il devenait abstrait, dénué de sens. C'était le genre de somme qu'on voit au cinéma ou dans les journaux, associé à des gens dont la vie ne ressemble en rien à la vôtre. Le visage de Ronnie Bledsoe traversa une série rapide de calculs. Il offrait à peine $300 pour la ferraille. Cette femme en proposait $1 million. L'écart mathématique lui faisait presque court-circuiter le cerveau. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson suffocant. « C'est une blague, dit George, la voix tremblante. Ça doit être une blague. » « Je ne plaisante jamais en affaires, Monsieur Miller. » Vivian sortit son téléphone, tapa rapidement et lui montra l'écran. C'était un formulaire de virement en attente, ne demandant que son numéro de compte et sa signature. « Je n'achète pas par pitié. J'achète parce que c'est la pièce finale d'un puzzle que je tente de résoudre depuis 6 mois. » George regarda Emily, qui le fixait avec ce mélange d'espoir et de peur que seuls les enfants maîtrisent vraiment. Il regarda la voiture, dernier lien physique avec Sarah. Il regarda Vivian Carter, statue du pouvoir corporatif au milieu d'un champ de ruines. « Quel puzzle? » demanda-t-il. La réponse de Vivian fut précise. « Il y a 3 ans, un système automobile prototype a été volé dans la division recherche de mon entreprise. Ce système a été installé dans exactement 3 véhicules pour des tests sur le terrain. 2 ont été récupérés et détruits. Le 3e a disparu. C'est ce 3e véhicule, Monsieur Miller,
Et surtout, ils contiennent un enregistreur de données embarqué qui prouvera qu'il a volé, qu'il l'a saboté et qui est responsable d'au moins un décès. Les jambes de George fléchirent. Ma femme, peut-être, dit Vivian, c'est ce que les données nous diront. De l'autre côté de la casse, partiellement caché derrière un tas de voitures broyées, Corbin Hayes était déjà au téléphone. Carter est là. Elle achète le véhicule. On doit agir ce soir. La voix à l'autre bout posa une question. Peu importe comment, répondit Corbin. Scellez-le, brûlez-le, je m'en fiche. Ces données ne doivent pas quitter la ville. L'offre de Vivian resta suspendue comme une grenade dégoupillée. 1 million de dollars. Plus d'argent que George n'en avait vu de sa vie, plus que son père n'en avait gagné en toute une carrière. Assez pour régler la dette, sauver la maison, soigner Emily et encore avoir un avenir. Peut-être même assez pour ouvrir ce petit atelier de réparation dont il rêvait avant la mise au ban, avant la mort de Sarah, avant que le monde ne lui apprenne que les rêves sont des luxes réservés aux autres. Mais cela venait avec des conditions. Cela venait toujours avec des conditions. Si j'accepte cet argent, dit lentement George, choisissant chaque mot comme des pierres pour traverser une rivière dangereuse, que se passe-t-il ensuite? Ingrid Chen, sortie de la limousine avec une maillette valant probablement plus que le loyer mensuel de George, prit la parole pour la première fois. Sa voix était précise, juridique, celle qui anticipe les questions et élimine toute ambiguïté. Le véhicule est placé sous scellé dans le cadre d'une enquête corporative. Vous signez un accord de confidentialité concernant les technologies propriétaires. Vous vous engagez à témoigner si une procédure judiciaire l'exige. Vous ne parlez pas à la presse sans autorisation de notre équipe juridique. Procédure standard pour acquisition de preuves. Et si je refuse, demanda George, bien qu'il connût déjà la réponse. Il avait juste besoin de l'entendre à voix haute. Vivian répondit elle-même. Ses yeux croisèrent les siens directement, et pour la première fois, il vit quelque chose derrière le masque de PDG. Peut-être du respect, peut-être la reconnaissance de ce que cette décision signifiait. Alors je pars, votre voiture est broyée. Vous achetez votre billet de train. Emily obtient son rendez-vous, si vous pouvez vous le permettre. Et celui qui a tué votre femme s'en tire à jamais. Les preuves sont détruites. La vérité reste enterrée. La justice devient impossible. Emily tira sur la manche de George. Sa voix était douce mais claire. « Papa, tu as peur à cause de maman? » George s'agenouilla à sa hauteur. « Oui, mon ange, j'ai peur. » « Qu'est-ce que maman aurait voulu que tu fasses? » George ferma les yeux. Sarah avait été courageuse. Sarah avait essayé de faire ce qui était juste quand elle était morte. Sarah aurait voulu que la vérité éclate. « J'ai des conditions, dit George en se relevant. Emily obtient son rendez-vous médical, sans délai, sans exception. L'argent est versé sur un compte à mon nom, légalement irréprochable. Et quand cette affaire deviendra publique, je pourrai raconter mon histoire. Je pourrai parler de Sarah. » Vivian hocha la tête une fois. Accordé. Une chose de plus, dit George. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a sur cet enregistreur. Je dois comprendre ce que vous cherchez vraiment. C'est juste, dit Vivian. L'enregistreur contient des modifications de code non autorisées, des journaux d'accès à distance et les horodatages du sabotage du système de freinage. Il prouve que quelqu'un a piraté la voiture de votre femme et provoqué cet accident. Et il indique précisément qui disposait des codes d'accès nécessaires. George signa les papiers avec un stylo qui coûtait plus que son budget hebdomadaire d'épicerie. Ce soir-là, George et Emily rentrèrent dans une maison qui n'était plus menacée d'expulsion. La dette avait été intégralement réglée par une entité corporative anonyme. L'avis d'expulsion avait disparu de la porte. George resta assis à la table de la cuisine, fixant son téléphone où un solde bancaire affichait des chiffres qu'il n'avait jamais imaginés. Emily dormait à l'étage, sa respiration calme et paisible pour la première fois depuis des semaines. On frappa à la porte. George regarda l'horloge. 22h30. Il n'avait rien commandé. Il n'attendait personne. Il s'approcha prudemment et regarda par le Judas. Un homme se tenait sur le porche, quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Derrière lui, une berline sombre stationnait au bord du trottoir. George n'ouvrit pas. Il appela à travers la porte. « Qui est-ce? » « Un ami d'un ami, » répondit l'homme. « Je voulais juste discuter de votre récente fortune. » La main de George se crispa sur son téléphone, prêt à composer le 911. « Pas intéressé. »« C'est dommage, dit l'homme.
Parce que mon employeur s'intéresse beaucoup à cette voiture que vous venez de vendre. Assez pour vous faire une meilleure offre. C'est déjà vendu. Tout est négociable, Monsieur Miller, surtout quand la sécurité de votre fille est en jeu. Le sang de George se glaça. Il serra plus fort son téléphone. Si vous approchez de ma fille, Vous ferez quoi? La voix de l'homme était calme, presque amicale. Vous appellerez la police pour leur dire quoi? Qu'on vous a proposé d'acheter quelque chose. Ce n'est pas un crime. L'homme retourna vers la berline. Avant d'y monter, il se retourna. Réfléchissez-y. Mon employeur peut être très généreux ou très encombrant. La voiture s'éloigna. George verrouilla toutes les portes et fenêtres. Puis il appela le numéro que Viviane lui avait donné. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Qu'est-ce qui ne va pas? » George expliqua. Viviane écouta sans l'interrompre. « Ils réessaieront, dit-elle à la fin. Corbin Hayes est tenace, mais il est aussi stupide. Il vient de révéler sa main. Que dois-je faire? Demain matin, vous et Emily irez à la gare. Pas pour fuir, pour prendre le train vers la ville, pour le rendez-vous d'Emily. Mon équipe de sécurité sera là. Corbin y sera aussi, et nous allons le prendre en flagrant délit. Vous vous servez de nous comme appât. J'utilise son désespoir contre lui, corrigea Viviane. Il y a une différence. Vous serez en sécurité, je vous le promets. George ne ferma pas l'œil de la nuit. La gare à 8 heures du matin grouillait de voyageurs. Des cadres en costume tenaient leur café et leur téléphone. Des étudiants au sac à dos géant naviguaient dans la foule. Les sons étaient assourdissants. Annonces réverbérées, roulettes de valises, voix superposées. George serrait fermement la main d'Emily. Elle portait un petit sac avec un livre et son lapin en peluche, celui qu'elle avait depuis l'âge de 3 ans. Elle ne se plaignait ni de l'heure matinale ni de la foule. Il repéra l'équipe de sécurité de Vivienne à des postes stratégiques. Un près du guichet, un à l'entrée du quai, un près du stand de café. Il ne voyait pas Corbin Hayes, mais il savait qu'il était là. Ils étaient à mi-chemin du quai 7 quand ça arriva. Emily trébucha. George se baissa pour lui renouer sa chaussure. Dans cette fraction de seconde de distraction, quelqu'un attrapa le bras d'Emily. Le contact était ferme, intentionnel. Pas une bousculade ordinaire, mais la prise délibérée de quelqu'un ayant un objectif précis. L'instinct paternel de George prit le dessus. Pas un entraînement militaire, mais la réaction pure, animale, d'un parent protégeant son enfant. Il n'y pensa pas. Il agit. Il tira Emily violemment, la déséquilibrant mais l'éloignant de l'inconnu. En même temps, il cria « Quelqu'un essaie d'enlever ma fille ». Les agences de sécurité de la gare se retournèrent. L'équipe de Vivienne bougea. Et Bonnie Martinez, la journaliste qui suivait l'affaire, leva son appareil photo et commença à filmer. Corbin Hayes, car c'était bien lui, habillé en civil mais reconnaissable de près, resta figé. Pendant une seconde, il envisagea de fuir. Puis il vit les caméras, les gardes, la foule de témoins. Il leva lentement les mains. « Un malentendu, dit-il. Je croyais qu'elle était perdue. »« Vous vous êtes trompé, » dit George en serrant Emily contre lui. Un des agents de sécurité de Viviane s'avança, téléphone en main. « Sécurité de la gare, j'ai ici un homme qui tente d'enlever un enfant. »« Quai 7, envoyez des officiers. » L'expression de Corbin passa du calcul au panique. « Vous ne pouvez rien prouver. »« Je peux prouver que vous harcelez mon client, » dit la voix d'Ingrid. Elle surgit de la foule, accompagnée d'un policier. « Et je peux prouver que vous êtes actuellement sous enquête pour espionnage industriel. Et grâce à Madame Martinet ici présente, je peux prouver que vous venez d'essayer d'intimider un témoin. » Bonnie continuait de filmer. « Un commentaire, Monsieur Hayes? Pourquoi attrapez-vous des enfants dans les gares? » Corbin ne dit rien. Il savait qu'il avait perdu. La police l'emmena. George et Emily montèrent dans le train, escortés par la sécurité. Alors que le train quittait la gare, George regarda le quai s'éloigner. « On est en sécurité maintenant? » demanda Emily. « On y arrive, mon ange, on y arrive. » Mais la véritable révélation attendait encore dans le laboratoire médico-légal de Viviane, où les techniciens venaient enfin de percer le boîtier scellé de l'enregistreur de la vieille voiture de George. L'appareil lui-même était banal, un conteneur métallique de la taille d'un livre, enfermé dans un boîtier résistant au choc. Mais les données qu'il contenait étaient explosives. Les techniciens avaient mis 3 jours à les extraire et à les vérifier avec la minutie d'archéologues manipulant des artefacts fragiles.
Chaque octet était documenté, chaque horodatage validé, chaque séquence de code recoupée. Les données étaient accablantes. Elles confirmaient tout ce que Vivian soupçonnait, et pire encore. 3 ans plus tôt, un mardi pluvieux d'octobre, quelqu'un avait accédé à distance au système de contrôle du véhicule de Sarah Miller. Les journaux montraient l'heure exacte, 18h47. Sarah roulait sur l'autoroute 12, en route vers une rencontre où elle devait remettre des documents à un journaliste. Le piratage avait été sophistiqué, mais pas invisible. L'auteur avait d'abord désactivé le système de freinage, remplaçant les commandes normales par des instructions nulles. Puis il avait verrouillé la colonne de direction via l'unité de contrôle électronique. L'accélérateur avait été outrepassé, forcé à accélérer indépendamment de la pédale. On avait transformé une voiture en arme meurtrière et fait passer ça pour une panne mécanique. L'enquête initiale avait conclu à une erreur du conducteur aggravée par une défaillance technique. Personne n'avait creusé plus loin, car personne n'avait de raison de suspecter quoi que ce soit. Les pannes mécaniques arrivent. Les accidents sont des tragédies, pas des crimes. Mais la boîte noire se souvenait de tout. La signature numérique du piratage remontait au serveur de l'entreprise de Clinton Marsh. Les codes d'autorisation correspondaient au schéma utilisé par Corbin Hayes. Le mobile était clair. Sarah avait découvert des preuves de vol de brevets, des preuves qui auraient fait capoter une fusion corporative de 5 millions de dollars. On l'avait fait taire. La voiture avait été abandonnée à la rouille. George avait été mis au banc de l'industrie pour s'assurer qu'il n'examine jamais de trop près l'épave. C'était un meurtre déguisé en négligence, enveloppé de bureaucratie, scellé par des menaces. Vivian organisa une conférence de presse. Elle ne prévint pas George. Il l'apprit quand Bonnie Martinez se présenta à l'hôpital où Emily recevait son traitement, demandant une interview. Emily dormait dans sa chambre, sous l'effet des sédatifs après son intervention. Le médecin avait dit que tout s'était bien passé. 1 semaine de plus et les dégâts auraient pu être permanents. George avait passé l'heure précédente assis près de son lit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Quand Bonnie arriva, George faillit ne pas la laisser rentrer, mais elle lui montra son téléphone. La conférence de presse de Vivian faisait déjà la une. Les grandes chaînes en parlaient. « Vous auriez pu me prévenir, dit George à Vivian quand elle arriva 20 minutes plus tard. « J'aurais pu, admit-elle, mais vous aviez besoin d'une dénégation plausible. Si je vous avais prévenu, ils auraient crié à la collusion. Ainsi, vous êtes le mari endeuillé qui découvre la vérité. Ce qui d'ailleurs est exact. » La conférence avait été brutale et efficace. Vivian présenta les preuves techniques, journaux, codes d'accès, corrélations temporelles. Ingrid présenta la documentation légale. Bonnie montra sa vidéo de Corbin à la gare. Et George, debout au pupitre avec Emily à ses côtés, apporta ce que personne d'autre ne pouvait offrir. Le coût humain. « Ma femme est morte parce qu'elle a essayé de faire ce qui était juste, » dit George dans le micro. « Et j'ai failli perdre ma fille parce que je ne savais pas ce que je vendais dans une casse. Mais maintenant, nous savons. Maintenant, tout le monde sait. » Les questions fusèrent, agressives. George y répondit toutes. Quand on lui demanda ce qu'il comptait faire de l'argent, il dit « Payer le traitement d'Emily, réparer la maison, peut-être ouvrir un petit atelier, vivre une vie tranquille. Vous ne voulez pas vous venger? » George regarda le journaliste. « Je veux la justice. Il y a une différence. La vengeance, c'est ce qu'ils ont fait à Sarah. La justice, c'est ce qui va arriver maintenant. » Clinton Marsh fut arrêté 3 jours plus tard. Corbin Hayes passa un accord et témoigna contre les dirigeants qui avaient commandité le meurtre. La fusion s'effondra. 3 entreprises firent l'objet d'enquêtes fédérales. Un prototype volé fut restitué à ses ayants droit légitimes. Vivian ne sortit pas indemne. L'enquête révéla qu'elle avait ignoré des alertes précoces sur le vol de brevets, focalisées sur les résultats trimestriels. Elle aurait pu empêcher la mort de Sarah si elle avait agi plus tôt. Elle l'admit lors d'une assemblée d'actionnaires. Elle s'excusa publiquement. Elle créa un fonds pour les lanceurs d'alerte et leurs familles. Elle restructura le département éthique de son entreprise avec une supervision indépendante. Ce n'était pas une rédemption, mais c'était de la responsabilité. 6 semaines après avoir vendu sa voiture, George se tenait dans le garage de sa maison rénovée. Les travaux avaient été modestes. Toit qui ne fuyait plus, fenêtres qui fermaient correctement, installation électrique sécurisée.
Le genre de réparation qui transforme une maison en un vrai foyer et non plus en un abri temporaire menacé d'expulsion. Emily était à l'étage, en pleine santé, faisant ses devoirs et se plaignant des fractions avec la frustration ordinaire qui, après des mois de crise médicale, semblait un cadeau. Les médecins étaient optimistes, plus qu'optimistes. Ils utilisaient des mots comme rétablissement complet, enfance normale, aucune complication à long terme. Emily aurait besoin de suivi régulier, mais l'urgence était passée. La crise était derrière eux. George construisait quelque chose de nouveau. Pas une voiture, mais un petit établi où il pourrait enseigner à Emily les bases de la mécanique quand elle serait prête. Comment utiliser les outils dans toute sécurité? Comment comprendre le fonctionnement des moteurs? Comment réparer au lieu de jeter? Sarah aurait aimé ça. Sarah croyait dans la compréhension du fonctionnement des choses. On ne se contentait pas des réponses faciles, on cherchait la vérité sous la surface. La vieille voiture, celle qui avait tout déclenché, ne fut finalement pas broyée. Viviane la fit restaurer, non pas pour la remettre en marche, mais pour la préserver comme une pièce de musée. Des restaurateurs professionnels nettoyèrent chaque surface, stabilisèrent chaque composant, la conservant exactement telle qu'elle était le matin où George l'avait vendue. Elle était désormais exposée au siège de l'entreprise de Viviane, sous une vitrine climatisée, avec une plaque portant l'inscription. Vendue pour un billet de train, racheté pour la vérité. Un second paragraphe, en caractère plus petit, racontait toute l'histoire. Le nom de Sarah Miller, l'enquête, la condamnation des coupables, les réformes qui suivirent. Ce n'était pas seulement un hommage, c'était une promesse. L'entreprise ne choisirait plus jamais le profit au détriment des gens. George y était allé une fois, lors de la cérémonie d'inauguration. Il était resté longtemps devant la vitrine, la main d'Emily dans la sienne, sous les flashs des photographes et les questions des journalistes. Il avait répondu tant de fois que les phrases étaient devenues un script. « Ça te rend triste, papa ?» avait demandé Emily quand la foule s'était dispersée et qu'il s'était retrouvé seul devant la vitrine. « Un peu, » admit George, parce qu'il s'était promis de ne jamais lui mentir sur les choses importantes. « Mais surtout, ça me rend fier. Ta maman a fait quelque chose de courageux. Elle a essayé d'empêcher des gens de mal agir. Et nous avons terminé ce qu'elle avait commencé. Nous avons fait en sorte que la vérité éclate. Ça compte. » Maintenant, dans son propre garage, George entendit une voiture s'arrêter. Il regarda par la fenêtre. C'était la limousine de Viviane. Elle en descendit, tenant un dossier. « Monsieur Miller », dit-elle formellement. « Madame Carter », répondit-il avec la même politesse. Puis ils sourirent tous les deux, et la formalité tomba. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Viviane brandit le dossier. « Une offre d'emploi. Ma nouvelle division éthique a besoin d'un consultant technique, quelqu'un qui comprend ce que signifie faire ce qui est juste quand cela coûte tout, quelqu'un qui sait repérer les malversations corporatives de l'intérieur. » George prit le dossier mais ne l'ouvrit pas. « Je ne cherche pas à devenir un lanceur d'alerte corporatif. »« Je ne vous le demande pas, » dit Viviane. « Je vous demande d'aider à construire un système où des gens comme Sarah n'ont pas à devenir des martyrs. Où faire ce qui est juste ne vous coûte ni la vie, ni votre gagne-pain. » George réfléchit. « Il faudrait que je garde mon atelier, que je continue à travailler de mes mains. Consultance limitée à 20 heures par mois. Vous fixez les dates, et Emily passe toujours en premier. »« Toujours, » acquiesça Viviane. George ouvrit le dossier. Le salaire était généreux mais raisonnable. Les conditions claires. La mission simple, s'assurer que l'entreprise ne choisisse plus jamais le profit au détriment des gens. « J'y réfléchirai, » dit George. « Très bien. » Viviane se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, Monsieur Miller, je suis désolé. J'aurais dû écouter il y a 3 ans. J'aurais dû enquêter. J'aurais dû protéger votre femme. »« Vous ne la connaissiez pas, » dit doucement George. « Non, » dit Viviane, « mais je connaissais les signes avant-coureurs et je les ai ignorés. C'est ma faute. » Elle s'en alla. George resta dans son garage, tenant une offre d'emploi qui lui permettrait d'honorer la mémoire de Sarah en empêchant d'autres familles de subir le même sort. Il repensa à la voiture brisée dans la casse, au billet de train qu'il avait failli acheter, au choix de vendre un souvenir pour survivre. Au final, ce choix avait sauvé bien plus que la vie de sa fille. Il avait révélé une conspiration. Il avait rendu justice. Il avait transformé de la ferraille en quelque chose de précieux. La vérité. George rentra à l'intérieur.
Emily mettait la table pour le dîner. Elle avait préparé des pâtes avec un léger incident de fumée dans la cuisine. « Papa, dit-elle, quand je serai grande, je veux être comme maman. » George la serra fort dans ses bras. « Alors tu es déjà à moitié arrivé. » Dehors, le soleil se couchait sur un quartier qui ne ressemblait plus à une prison. La maison était payée, les dettes réglées, l'avenir restait incertain, mais possible. Et dans un musée de l'autre côté de la ville, une voiture brisée reposait sous des lumières soigneusement calibrées, son numéro de châssis visible, son histoire préservée. Un rappel que parfois, ce que nous croyons sans valeur porte en réalité tout ce qui compte. Parfois, on vend une voiture pour un billet de train. Parfois, un milliardaire voit ce que les autres ignorent. Et parfois, la justice coûte exactement $1 million et le courage d'un père.